Mon invité aujourd'hui pour un entretien exceptionnel, c'est vous, Vanessa Nakate. Bonjour. Morning. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci de prendre le temps de répondre à nos questions. Vous avez 25 ans, vous êtes ougandaise, militante écologiste, l'un des visages de ce qu'on appelle la génération climat. Je voudrais qu'on regarde deux images, Vanessa Nakate, pour commencer. Entre ces deux images, à peine 3 ans se sont écoulés. Sur la deuxième, vous manifestez seule à Kampala, en Ouganda, pour alerter sur l'urgence climatique en Afrique. Et sur la seconde, vous faites la une du magazine Time. Que s'est-il passé pour vous entre ces deux images ? Eh bien, la photo où je suis devant le Parlement d'Ouganda, c'était une des toutes premières manifestations ou des grèves qui ont été menées en Ouganda pour le climat. Ce qui s'est passé au cours de cette période, jusqu'à la seconde photographie, celle où je figure sur la couverture de Time Magazine, c'est que j'ai organisé des manifestations dans la rue, que j'ai fait appel à beaucoup de sources pour les communautés, pour leur faire comprendre l'urgence du climat. J'ai utilisé toutes les plateformes qui étaient à ma disposition pour parler de la crise climatique, parce que je pense qu'il est important de communiquer sur ce qui se passe réellement, mais aussi de communiquer d'éventuelles solutions pour la planète. Ce sont les populations les plus vulnérables et les moins responsables qui sont les premières victimes du réchauffement de la planète. C'est ça l'injustice que vit aujourd'hui, l'injustice climatique que vit aujourd'hui le continent africain. Oui, c'est une des réalités assez horribles de cette crise climatique. Ceux qui sont le plus impactés maintenant sont les moins responsables de la crise, par exemple. Dans le passé, le continent africain représente moins de 3 ou 4% des émissions mondiales, alors que c'est le continent africain qui en souffre les conséquences les plus graves. Nous avons vu des cyclones, toutes sortes de désastres climatiques sur le continent. Nous avons vu des orages tropicaux affecter les gens, en particulier dans le sud du continent. Nous avons vu des sécheresses extrêmes, des inondations dans l'Afrique de l'Est. Donc la crise climatique sur le continent africain est quelque chose qui se produit maintenant. Alors que nous nous battons pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 ou 1,2 degrés de réchauffement. Et les gens perdent déjà leurs exploitations agricoles, l'électricité, les écoles, enfin toute leur vie est menacée et est détruite. C'est aujourd'hui la journée mondiale de l'eau. C'est un bon exemple de cette urgence sur le continent africain, alors qu'un Africain sur 3 aujourd'hui manque d'eau. Eh bien, l'importance de l'eau pour le continent africain et ailleurs, partout ailleurs d'ailleurs, est visible. Mais avec certains des projets que nous voyons se mettre en place, ceci pourrait être délétère pour l'eau potable. On voit par exemple le pipeline en Afrique de l'Est est en train ou va traverser le bassin du lac Victoria. Et évidemment, c'est un bassin hydrique qui fait vivre plus de 4 millions de personnes dans l'Afrique de l'Est et pas seulement en Ouganda, pour l'eau, pour l'alimentation. Et nous avons vu la réduction des sources hydriques comme celle du lac Tchad, et ça a créé des conflits dans la région. Donc c'est vrai qu'il y a grand besoin et grande urgence pour nous de protéger nos sources d'eau. Et pour cela, il faut des fonds pour mettre un terme à tous les éléments qui abîment nos sources hydriques. Il faut aider les pays en développement à s'adapter aux impacts du dérèglement climatique, mais ça ne suffit pas, dites-vous. Les pays riches et responsables doivent payer. Payer, pour quoi faire ? C'est vrai. Tout à fait. Les pays
du monde doivent payer pour la crise climatique. Parce que nous savons qui a causé la crise climatique et nous savons qui doit payer. Des pays comme le mien sont déjà en train de souffrir des pertes et des dégâts à cause du réchauffement climatique. On ne peut pas s'adapter éternellement à l'extinction, à la faim, à la perte de nos cultures, à la perte de notre identité ou à la perte de notre histoire. Et les changements climatiques causent beaucoup des éléments à préciser. C'est pour ça que nous devons mettre en place un fonds pour compenser la perte. Nous avons besoin d'un financement pour la mitigation des effets et le financement de réparation pour les pertes. Les leaders dans la perte climatique ou le réchauffement climatique doivent comprendre que c'est pour nous maintenant tout de suite. Ce que vous plaidez aussi pour que l'Afrique ait un modèle qui ne soit pas celui qui a été choisi par les pays du Nord et qui les a menés vers cette responsabilité climatique. Quel est ce modèle? Est-ce qu'il est économiquement viable? Oui. À mon avis, le développement économique, ne peut être considéré comme un développement s'il crée du bienfait, une amélioration pour la planète et pour la population. Mais si le développement économique est équivalent à une destruction de nos ressources en eau, de notre terre et de la pollution, que ce soit par le pétrole ou le charbon ou le gaz, ça ne peut pas être considéré comme un développement économique. S'il y a une possibilité pour les nations africaines de passer à un développement durable, d'avoir une transition équitable et laisser ou permettre aux gens de sortir de la pauvreté. C'est ça que nous voulons. Beaucoup de grands groupes comme Total promettent des tas de choses à des gens dans mon pays, par exemple. Ils disent que des grands projets vont fournir des emplois, vont apporter la prospérité économique à la population, mais nous avons vu comment des pays en Afrique australe où des extractions de pétrole ont déjà été installées, ces États se trouvent encore dans la pauvreté. Ça veut dire que les profits sont donc rapatriés vers le pays d'origine du projet, alors que la pollution reste dans des pays comme le nôtre et les avantages économiques retournent aux porteurs du projet. Donc nous devons permettre aux pays africains de passer vers l'énergie renouvelable qui permettra à sortir les gens de la pauvreté. Vous êtes en France depuis quelques jours, vous l'avez évoqué à l'instant, pour alerter sur les dangers d'un immense projet pétrolier effectivement mené par le groupe français Total en plein cœur d'un parc naturel qui a le soutien du gouvernement, notamment de votre pays, et qui menace, vous l'avez dit à l'instant, la vie quotidienne de millions de personnes. Est-ce que vous avez été entendu, notamment par les députés français? Eh bien, nous avons déjà parlé à un certain nombre de personnes durant notre voyage en France et ils nous ont écoutés. Et surtout des gens qui sont prêts à se battre à nos côtés. Nous avons parlé à certains députés qui ont écouté ce que nous avions à dire et qui ont dit qu'ils allaient se battre à nos côtés. Mais nous devons entendre ce qu'a à dire le président Macron. Nous voulons savoir quelle est sa position quand il s'agit de ce projet, de savoir quelle est sa position quand il s'agit des gens qui habitent la planète et les pays dans lesquels ce projet va se développer. Est-ce qu'il va par exemple, soutenir les gens ou est-ce qu'il va soutenir les porteurs de projet? Parce que avant que la construction du projet ne commence, nous voyons déjà les impacts du projet. Il y a des milliers de personnes qui ont été déplacées déjà, plus de 80 000 personnes déplacées à cause de ce projet. Ce projet va traverser beaucoup de rivières, est en plein cœur d'un des plus anciens parcs nationaux en Ouganda, menace différentes espèces animales, va traverser le lac Victoria, d'autres lacs encore. Donc tous ces éléments naturels et toute cette biodiversité est mise à risque à cause du projet. Donc nous espérons que, alors que nous arrivons à la fin de notre voyage, que les gens en France vont continuer à nous soutenir, même lorsque nous serons repartis. Et nous espérons surtout que le gouvernement français va nous soutenir et va être un vrai leader sur les questions climatiques, parce que c'est plus que des belles déclarations. Non, c'est juste, il faut que les mots soient suivis d'actions. Et nous allons voir ceci du président Macron quand il dira que ce projet ne va pas bénéficier ni les gens ni la planète.
Et pour l'instant, il n'est pas ce leader sur le climat qu'il dit être à vos yeux? Pardon? Il n'est pour l'instant pas le leader en pointe sur les questions climatiques qu'il prétend être? Eh bien, d'après ce que je sais, le président Macron soutient ce projet parce qu'il l'a écrit à notre président. Et la seule chose qui me permettra de croire qu'il est un leader sur les questions climatiques, c'est s'il change d'avis sur ce projet. J'ai aussi entendu par certains amis que les conversations sur le climat sont minimales maintenant au cours des élections présidentielles ou durant cette période, ce qui est frustrant, très frustrant. Je crois que tous les candidats aux élections présidentielles et tous ceux qui veulent devenir président de France doivent avoir ces discussions sur les questions climatiques. Et les médias et les journalistes doivent leur poser des questions sur le climat. Nous devons avoir une conversation sur le programme climatique du président. Depuis 5 ans, Vanessa Nakate, que vous vous engagez pour le climat, comment est-ce que vous sentez les choses avancer ou d'ailleurs est-ce qu'elles n'avancent pas? Alors, ça ne fait pas tout à fait 5 ans, mais d'après ce que j'ai vu, le pouvoir des gens nous montre que nous pouvons faire changer les choses, que nous pouvons transformer le monde pour un mieux. Donc, à partir du moment où j'ai commencé à marcher pour le climat, nous voyons que les choses changent et qu'il y a beaucoup de sensibilisation qui en a découlé. Beaucoup de gens demandent la justice climatique, mais parfois c'est très triste de voir que, alors que nous, les gens, allons dans la bonne direction, nos dirigeants ne vont pas dans la bonne direction avec des décisions qu'ils prennent. Mais nous n'allons pas abandonner, parce que si nous abandonnons, alors on va abandonner notre planète, et nos rêves et notre existence. L'accès à l'information sur ces sujets est un enjeu majeur pour les jeunes et peut-être pour les jeunes africains en particulier, vous le savez bien, parce qu'en Ouganda, manifester pour le climat, manifester tout court d'ailleurs, peut vous valoir d'être emprisonné? Oui, en particulier sur ce projet-ci dont je viens de parler. Nous avons certains de nos collègues qui sont des défenseurs de l'environnement qui ont été arrêtés simplement pour avoir parlé du projet. Nous avons vu certains de nos confrères qui ont été menacés. On leur a dit que s'ils continuaient d'évoquer le projet, ils seraient renvoyés de leur poste de travail. Donc il y a tellement de choses à défendre et que les activistes font en Ouganda. C'est pour ça que c'est important d'obtenir le soutien de la France. Parce que beaucoup de mes collègues ont vu qu'ils parlaient de ce projet, mais il n'y avait pas d'action. Donc il faut que la France soutienne la population. Autre chose qui m'est arrivée lorsque j'étais en France, c'est que j'ai vu que la France est le pays des droits de l'homme. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. Je n'en suis pas sûre, mais bon, la France est censée défendre les droits de l'homme. Mais le harcèlement des manifestants est quelque chose qui est courant. Donc je crois que la France devrait prendre position sur ce projet. Vous allez rencontrer mercredi au Vatican le pape, le chef de l'Église catholique. Qu'allez-vous lui demander ou lui dire? Ce que je vais lui dire, ce que je vais dire au pape, c'est une surprise. Ça va être une surprise pour vous tous. Mais j'espère très sincèrement que le pape nous soutiendra. Nous nous sommes tournés vers les différents dirigeants du monde et ils nous disent toujours que nous sommes une inspiration pour tous et que nous allons changer le monde. Mais dire aux jeunes qu'ils sont une inspiration pour tous, ce n'est pas suffisant. Donc maintenant, nous allons nous tourner vers les dirigeants spirituels et leur demander de nous soutenir. Parce qu'au bout du compte, c'est une lutte pour la création. C'est une lutte pour la création de Dieu. Ce sera ma dernière question. Dans votre lutte, dans votre combat, il y a beaucoup d'espoir pour l'avenir?
Il faut qu'il y ait de l'espoir. Parce que s'il n'y a pas d'espoir, alors il n'y a pas de désir de se battre. Et s'il n'y a pas d'espoir, alors on ne peut pas avoir de vision de ce pourquoi on se bat. Donc je crois qu'en tout état de cause, il faut garder espoir. Même quand on est frustré, il faut continuer à croire. Nous devons nous mettre dans une position dans laquelle l'espoir représente une force, parce que nous croyons qu'un autre monde est possible, pas seulement nécessaire pour nous tous, mais possible et qu'on peut le faire advenir. Merci beaucoup. Merci Vanessa Nakate d'être venue ce matin sur le plateau de France 24. Très bon voyage à vous en Italie et à très bientôt ici en France.